Bonjour, on va donc finalement faire un corrigé commenté du cas Rapin, qui de mon point de vue est un cas beaucoup plus accessible que le cas Lecomte et plus en rapport avec ce qui pourrait vous arriver lors de l'examen. Il n'y a qu'une seule coquetterie dans ce cas, je vous l'indiquerai à ce moment-là, qui à mon avis est un peu superflu. Donc on est dans un premier temps savoir un petit peu ce qui est imposable pour Monsieur Rapin, Madame Rapin et Nelly, et voir comment vont être imposés dans quelle catégorie tous les revenus que ces membres du foyer fiscal reçoivent. Alors Monsieur Rapin, lui, perçoit un salaire à hauteur de 100 000 euros, mais on nous précise que les avantages en nature qu'il perçoit seraient au-delà du salaire qui est affecté, qui est, qui est un salaire admissible, c'est le terme que je cherchais, qui est un salaire admissible par rapport au travail effectif. Donc, comme il a une voiture de fonction et des avantages en nature à hauteur de 25 000 euros, ceux-ci ne seront pas comptabilisés dans les traitements et salaires. C'est là la coquetterie dont je vous parlais. À ce moment-là, il faut faire comme si c'était en fait du salaire déguisé, et si ça n'avait pas été versé en salaire, ça aurait été dans le résultat. Si ça avait été dans le résultat, ça aurait été versé comme dividende. D'où le fait que l'administration fiscale va le considérer comme un RCN. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est que finalement, il a un peu essayé de truander le fisc, donc on va majorer de 25% ce revenu-là. Voilà, ça, vous ne l'aurez pas à l'examen, cette truc-là, mais je vous explique simplement le corrigé pour que vous compreniez de quoi il retourne. Donc vous aurez compris que on va avoir les dividendes de la société à hauteur de 7 900. Concernant les 2800 euros, ce sont les primes de remboursement des obligations, c'est donc également du RCM. Et enfin, on a des jetons de présence qui sont également considérés comme du RCM. Ici, contrairement au cas Lecomte, les RCM sont soumis au régime général, à savoir au PFU. Je vous rappelle encore une fois que le PFU, c'est un impôt à 12,8 et des prélèvements sociaux à 17,2. Ces 12,8 sont prélevés avant que les revenus ne sortent de l'entreprise, sauf évidemment pour ce qui concerne les 25 000, logiquement, il faudra les régler lors du règlement de l'impôt. Madame Rapin, elle, est salariée. Il va donc falloir faire un arbitrage entre ses frais réels et le forfait de 10% pour frais professionnels. Donc ça, c'est assez facile et c'est assez classique par contre. C'est quelque chose qui peut vous arriver à l'examen. Donc salaire 69 000, moins de 10%, ça nous donne dans la catégorie de revenus imposables, pardon, mon stylo n'est pas enclenché, voilà. Donc dans la catégorie de revenus imposables, ça nous donne 66 500. Si elle est dans la catégorie, si on le déclare aux frais réels, c'est l'inverse. Si on le déclare, voilà, c'est ça. Si on le déclare au 10%, c'est 62 100. Si on le déclare aux frais réels, vous allez avoir les salaires à hauteur de 69 000. À ce moment-là, il faut bien penser à ajouter l'allocation pour frais d'emploi, puisque je déduis les frais réels. Si je suis au forfait, je n'ai pas ajouté l'allocation pour frais d'emploi. Là, attention, ça tombe très souvent. Cette affaire-là, c'est pas très difficile, mais ça tombe très souvent. Donc, vous avez compris que Il est 15 l'arbitrage fait heures. que je vais prendre effectivement les 10%, puisque c'est plus avantageux pour Madame Rapin. Concernant Monsieur Rapin, les 100 000 de salaire, on n'a pas le choix puisqu'on ne connaît pas ses frais professionnels. La problématique ne se pose pas. Reste Nelly. Soit Nelly demande le rattachement au foyer fiscal de ses parents, puisqu'elle est étudiante, soit elle va être imposée séparément de ses parents. Si elle demande le rattachement, à ce moment-là, il va falloir qu'elle déclare les 3080 dans, dans les revenus de ses parents. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas dans le corrigé, et la logique serait la suivante, c'est que comme elle est étudiante, c'est exonéré jusqu'à hauteur de 3 SMIC, donc les frais professionnels, 3 SMIC, on est en dessous, donc
c'est à ce moment-là même que ça se traitait, ça ne serait pas imposable. Donc le corrigé là est un peu moyen sur cette affaire-là. Concernant le revenu brut global imposable de la famille Rapin, ça sera donc le revenu de, madame, le revenu de monsieur. Et là, inexplicable qu'on vous prenne les 2643 de Nelly, puisque je relis l'énoncé, étudiante dans une ville universitaire. Donc, comme elle est étudiante, les 3000 de salaire imposable, alors soit ils estiment que c'est 3000 au-dessus du SMIC, mais l'énoncé est suffisamment mal fait. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est 3080 €, donc on est en dessous du SMIC, donc ça n'est pas imposable. Donc on va corriger le corrigé de cette manière-là, et ça m'ira très bien. Alors, si ça ne vous embête pas, pour éviter de tout refaire, dans la suite du raisonnement, on va quand même prendre 154 743, vous ajusterez avec vos chiffres. Donc le quotient familial, là, c'est toujours la même mécanique, on divise par le nombre de personnes dans le foyer fiscal. Là, dans le foyer fiscal, M. Rapin est marié à 3 enfants. Donc, à partir du moment où on compte Nelly dans le foyer fiscal, donc on aura une demi-part pour Edmond, une demi-part pour Bénédicte, une part pour Nelly. Donc, ça fait 4 parts. Dans le sens inverse, ça serait d'ailleurs plus logique. Puisque le petit dernier est Edmond, c'est lui qui vaut une part. Enfin, ça fait 4 parts, quoi qu'il en soit. J'aurai donc un quotient familial de 38 686. Hop, je le passe dans le barème et ça me donne un impôt de 23 233. Si vous avez bien compris l'affaire, je recalcule le quotient familial pour 2 personnes, je recalcule l'impôt pour 2 personnes, je fais la différence entre l'impôt pour 4 et l'impôt pour 2, je multiplie par le nombre de parts au-delà de 2, 1551, qui est l'avantage par demi-part supplémentaire. Je redis encore une fois, les 4 parts, ça n'a rien à voir avec les 4 parts du ménage, mais c'est 0,5 du premier enfant, plus 0,5 du deuxième enfant, plus 1 du troisième enfant, mais le troisième enfant, quand je dis 1, c'est en fait 0,5 plus 0,5. Donc combien j'ai de demi-parts en plus? 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 demi-parts supplémentaires. À savoir, je peux faire une économie maximale de 6 204 €. Donc, si je regarde le plafonnement, évidemment, la différence entre les deux est supérieure à 6204. Pour calculer donc l'impôt, je vais prendre l'impôt pour 2, que je vais diminuer du plafond maximal. Ça va me donner un impôt après plafonnement de 29 413 € par don. Là-dessus, j'ai mon impôt PFU sur les RCM que j'ai calculé précédemment. J'ai ma réduction pour scolarisation de 183 €. Alors là, pareil, je pense qu'il y a plus que ça, parce que les enfants sont tous scolarisés, donc il manque des choses là. Il manque la lycéenne et il manque le petit. Donc ça, je pense que c'est faux. Voilà. Et pourquoi PFNL, c'est-à-dire prélèvement forfaitaire non libératoire? Comme ça a été payé précédemment, ça ne va pas être payé 2 fois, je dois le faire figurer dans ma feuille d'impôt. Et comme ça a été payé précédemment, cette partie-là a déjà été payée. Donc je dis coucou, je l'ai déjà payé, je la soustrais. Voilà. Et ça me donne un impôt net à payer de 29 230. Voilà pour voilà pour ce corrigé du carapin. J'attends 3 secondes histoire que ma voix ne diminue pas. À la fin.